Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo qui est en vérité une grande vidéo puisque je pense que c'est une découverte anthropologique et biologique majeure. Alors c'est une vidéo qui va parler de choses qui nous touchent tous, de choses que nous avons quasiment tous pratiquées. Nous allons parler du baiser. Pourquoi le baiser, qui est typiquement humain, s'est conservé au cours des générations? Quel est l'avantage du baiser et que représente-t-il pour l'humanité et que lui apporte-t-il? Alors, on va commencer par expliquer la base de mon raisonnement, qui devrait être la base du raisonnement de tout bon chercheur. Donc ça devrait être une phrase que tous les gens devraient se remémorer en permanence, c'est que toute chose qui globalement se conserve plusieurs générations dans un groupe est obligatoirement bon et donc positif pour ce groupe. Donc il en va de même du baiser. Qu'est-ce que le baiser apporte de positif à l'humanité? Vous allez voir, ça ne touche pas que le baiser, ça touche aussi le léchage de chatte, la fellation et le léchage d'anus, tous ces actes qui peuvent paraître étranges, propres à l'humanité, bien qu'on le retrouve dans certaines espèces aussi, mais qui se conservent dans l'humanité et qui sont relativement fréquents. Il n'y a qu'à voir les fresques romaines pour s'apercevoir que le suçage de bite est quelque chose de pratiqué, la fellation. Donc le baiser rentre dans ce domaine, bien qu'il ait des causes un peu différentes, mais ces causes, les causes du baiser, vont être détournées, c'est-à-dire l'utilisation du baiser va être détournée de ces causes pour favoriser quelque chose d'autre qui est quelque chose de bien plus spectaculaire, et vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce que le baiser? Le baiser, c'est un échange, un contact, un échange physique et un échange de liquide, un échange bactérien, si vous voulez. Donc à la base, qu'est-ce qui a fait aimer le baiser? Alors bien sûr, les scientifiques ont émis la théorie que le baiser était en fin de compte une réminiscence et de l'affection, de ce que faisaient les mamans, donc du devoir qu'avaient les mamans pour nourrir nos petits à croissance lente. Comme je l'ai expliqué, nous avons des petits à croissance lente avec un très gros cerveau, car nous sommes des animaux hyper sociaux. Donc le cerveau ayant tout pris, le corps est un peu à la traîne dans le développement. Donc nous avons un bébé qui naît, entre guillemets, inachevé. En réalité, il n'est pas inachevé, c'est un bébé humain tout simplement, que nous allons devoir nourrir et que nous allons devoir nourrir de calories, mais aussi d'informations culturelles qui lui permettra de pouvoir interagir avec les autres éléments de l'humanité, les autres hommes. Donc ça s'appelle l'éducation. Mais le baiser, à la base, est tout simplement une reprise, et ça les scientifiques l'ont parfaitement expliqué, les chercheurs, c'est une théorie, mais une théorie qui se valide. Les mamans, on entendait un petit dans les bras qui n'était pas capable de se nourrir tout seul, comme les petits des vaches, les petits des végétariens, des animaux, des steppes, les gazelles, tous ces animaux, en général, ont des petits qui sont souvent des proies qui doivent très vite être sur les quatre pattes pour fuir les prédateurs, donc ils ont une programmation, donc ils peuvent, en général, ils têtent au début, mais ils vont très vite aller chercher la nourriture, ils naissent en général avec des dents. Nous, on a un petit qui naît inachevé, les dents pas encore formées, et les mamans vont, avant l'arrivée des petits pots, bien sûr, elles allaitaient, mais quand c'était à croissance lente, pour habituer les petits à leur nourriture, elles mâchaient la nourriture et elles redonnaient aux petits la nourriture qu'elles avaient mâchée parce qu'elles n'étaient pas encore formées. Donc en les habituant à de nouveaux produits, donc passant progressivement du lait maternel qui évolue au cours de la croissance du petit pour s'adapter aux besoins du petit. Le lait maternel, les premières semaines, n'a pas la même composition que le lait maternel quelques mois après, puisque ce n'est pas les mêmes besoins du petit. Il y a une programmation, mais après la maman va passer au mâchage de nourriture et va lui redonner. Alors bien sûr, c'était autant jadis, avant qu'il y ait des outils performants, qu'il y ait des petits pots comme maintenant, broyés,
on boit la nourriture, on la fait cuire, mais avant c'était la maman qui mâchait, qui donnait au petit pot. Alors les scientifiques disent effectivement, ça peut être dû à ça, le baiser est souvent une preuve d'affection maternelle, d'affection tout court, que l'on redonne aux autres, montrant qu'on est capable d'échanger quelque chose par la bouche, hein, donc quelque chose de très sensuel, rappelant le nourrissage de la maman, rappelant des actes d'affection et des actes d'entraide. Donc effectivement, c'est une des causes du baiser, mais qui n'apporte rien aux adultes. Hein. Pourquoi le baiser se conserve, partant du principe que toute chose globalement qui se conserve plusieurs générations est obligatoirement positive pour le groupe. Donc qu'est-ce que peut apporter le baiser à l'humanité? Alors c'est tout simple, c'est une histoire bactérienne comme je vais vous l'expliquer. En général, on commence par s'embrasser. Mais après s'être embrassé, on finit par coucher et s'accoupler et donner la vie à un petit qui continuera l'humanité, donc à l'avenir du monde. Ce petit va être relativement vulnérable. Ce petit aura les anticorps de la maman puisqu'il aura grandi au sein de la maman et quand il passera dans quand il traversera la maman, son couloir vaginal, il récupérera d'autres bactéries de la maman, mais il aura déjà les bactéries de la maman. Donc, comme tous les mammifères, hein, les petits est en général immunisés par la maman par les propres bactéries, la propre faune microbienne que la maman possède en elle. Alors, je ne suis pas biologiste, je suis juste dans la logique pure et dure. Mais notre petit qui va sortir est immunisé contre la faune bactérienne, microbienne de la maman. Hein. Nous sommes faits de bactéries hein, qui interagissent avec nous. Nous avons des bactéries qui nous protègent en intérieur des mauvaises bactéries qui pourraient surgir. Hein. Nous sommes un laboratoire permanent, tout le temps en équilibre, pour éviter que des mauvaises bactéries prennent le dessus sur notre corps et nous détruisent. Donc nous avons un équilibre bactérien interne. Cet équilibre bactérien, le petit va l'hériter de sa maman. Mais, à la base, il ne l'a pas du papa, puisque le papa n'est pas censé, chez les autres mammifères, rester, à part chez les mammifères plus sociaux, rester près de la maman. Vous comprenez? Donc, pour mettre en conformité le petit avec les bactéries du papa, qui va s'occuper chez les humains du petit, parce que nous sommes un animal, un être, un homme, parce que nous avons la conscience, qui a la particularité d'avoir un partage des tâches, et particulièrement un partage des tâches dans l'éducation des petits. En général, l'éducation des petits est essentiellement faite par la maman. Regardez, chez les chiens, c'est la maman qui s'occupe du petit. Hein. Chez les chimpanzés, c'est la maman essentiellement qui s'occupe du petit. Ben, chez les hommes, nous avons un partage des tâches dû à la bipédie, comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, hein, qui a rendu les femmes vulnérables. Donc la femme s'occupe du petit, la mère s'occupe du petit chez l'homme, mais le père va chercher la nourriture et participe au nourrissage du petit et aide la maman. Donc le papa reste quelques années auprès de la maman, et normalement, après, il reste une vie en faisant beaucoup d'enfants, auprès de la maman pour l'aider, quelque part, à nourrir son petit et à l'éduquer. Donc il est en permanence en contact avec son petit. Mais si le petit n'est pas préparé aux bactéries, à la faune microbienne et bactérienne du papa, il risque d'avoir des problèmes immunitaires et des problèmes qui risquent de lui coûter sa santé et parfois sa vie. Donc, le baiser est tout simplement dans un couple une mise en conformation de la faune bactérienne du papa et de la maman, répétée plusieurs fois par cet acte de tendresse. Cet acte de tendresse du baiser est un échange bactérien. On échange nos bonnes bactéries et nos mauvaises bactéries, permettant d'unifier la faune bactérienne du couple et en même temps de protéger le petit, qui sera obligatoirement protégé par la maman, puisqu'il a évolué au sein de la maman, donc il aura lui-même eu les bactéries de la maman, mais il va avoir à ce moment-là les bactéries du papa, qui est tout le temps en contact avec la maman par ces échanges de liquide, hein, par la salive, le baiser, mais aussi des fois par le léchage de chatte, le léchage d'anus, ou la femme, le léchage ou le suçage de bite. Alors, ça paraît primaire ce que je dis, mais c'est beaucoup plus profond qu'on pouvait le penser. C'est tout simplement des actes sexuels
qui ont pour but de protéger le petit. Bien sûr, maintenant, on ne reste pas forcément avec le même partenaire. L'acte sexuel est quelque chose de ludique dans nos sociétés surpeuplées, bien sûr, puisqu'on ne fait pas que des enfants, on en fait moins, puisqu'il en reste plus facilement en vie. Avant, il fallait savoir qu'on était obligé de faire entre 7 et 10 enfants pour qu'il en reste 2,5, 3, ce qui permettait de faire monter progressivement la démographie humaine, parce qu'il y a beaucoup de bactéries, on n'avait pas notre niveau technologique de protection contre toutes les bactéries, contre les dangers de la nature. Donc, maintenant, le sexe a un peu changé, mais nous gardons ce besoin de relations tactiles, d'échange de liquide, de suçage de bites, de léchage de chatte et de léchage d'anus, qui ont pour but simplement d'échanger les bactéries du papa et de la maman pour préserver le petit et le mettre en conformité bactérien, microbien, avec son papa et sa maman qui l'éduqueront. Les deux l'éduqueront ensemble, puisqu'il y a un partage des tâches et que les couples humains restent très soudés, car nous sommes un animal très social avec un gros cerveau, et on n'est pas trop de deux pour pouvoir éduquer correctement un petit. Alors évidemment, nous vivons dans le groupe social, et en allant plus loin, on peut savoir que le fait de toucher, de s'approcher d'un groupe, dans tous les groupes animaux, a comme fonction effectivement de lier des liens. On pourrait juste lier des liens par des activités visuelles, des activités sonores, mais le fait de se toucher, de se caresser dans n'importe quel groupe humain a une fonction de mettre en relation bactérienne les individus du même groupe pour avoir une espèce de conformation dans le groupe aux bactéries que pourrait avoir, aux bactéries, aux microbes que pourrait avoir le groupe, et lui permettre de générer des anticorps, de générer une réponse positive, une réponse immunitaire du groupe à la multiplicité des individus de ce groupe. Donc, c'est pour ça qu'on fait des bisous à notre maman, on la caresse. Il y a aussi le fait de montrer notre attention, d'unifier par des actes communs, mais aussi d'unifier au niveau bactérien le groupe pour lui éviter les emmerdes, tout simplement. C'est pour ça, par exemple, en allant encore plus loin, qu'on pouvait expliquer que les Amérindiens ont été décimés par l'arrivée des Européens, parce que l'Amérindien, il y a entre 15 et 17 000 ans qu'il est arrivé en Amérique, au cours de glaciation, il y a eu une isolation culturelle et une isolation génétique des humains là-bas. Ces humains sont arrivés sur un milieu qui n'était bactérien, qui était au niveau bactérien très éloigné du niveau européen, puisque il y avait une faune isolée depuis, je ne me souviens plus, mais c'est plusieurs 30, 40, 50 millions d'années, je ne me souviens plus, il faut vérifier. Il y a eu une isolation du continent américain de l'Eurasie, de la plaque eurasienne. C'est pour ça qu'il y a la séparation des petits singes platériniens et donc des singes à nez. Alors, il y a un petit os au milieu du nez qui est séparé, ou à nez où l'orifice du nez est uni. On a des platériniens et des cathariniens, je crois que c'est ça. Donc il y a deux types de singes différents, très éloignés. Donc nous descendons des singes avec un seul trou nasal. Comme on peut voir, quand on enlève notre nez, on a un seul trou sur le squelette. Donc les autres en ont deux. Donc on peut voir qu'il y a une différence. Nous, après, ça a donné les hominidés, les singes anthropomorphes, et les hommes qui descendent pas, mais qui ont divergé de ces singes, les singes étant restés en forêt, les hommes étant partis en savane, et voilà. Donc c'est ce qui s'est fait. Mais il y a dans tout le continent eurasien des contacts bactériens de la faune. Donc il y a une homogénéité bactérienne et une habitude des êtres aux bactéries qui pourraient remonter d'Afrique. L'Europe, par exemple, a souvent eu des contacts avec l'Afrique, donc des contacts aussi bactériens. Donc les épidémies d'Afrique sont très dangereuses pour les Européens, mais étant donné qu'ils ont toujours eu quelques contacts, elles sont moins dangereuses pour les Européens que si ces épidémies venant d'Afrique arrivaient directement en Amérique, où les hommes ont été isolés depuis plus de 10 000 ans, on va dire, et donc n'ont pas pu faire leurs anticorps, n'ont pas pu faire des barrières immunitaires, car ils n'étaient pas confrontés à ces bactéries. Donc c'est pour ça que les Amérindiens ont été éradiqués, en partie, mais on va dire ont été décimés par les bactéries venant d'Afrique
et d'Eurasie, auxquels nous étions déjà résistants, car toujours en contact, l'Eurasie toujours en contact avec l'Europe, toujours en contact avec l'Asie, et l'Europe toujours plus ou moins en contact avec le Moyen-Orient, qui était plus ou moins en contact avec l'Afrique. Hein. Donc tout ça, il y a des contacts bactériens. Hein. Alors que les Indiens, les Amérindiens sont arrivés dans un continent où il y avait peu de bactéries risquées pour eux, donc pas de problème immunitaire, hein, une perte des défenses immunitaires. Hein, il y avait quelques maladies, bien sûr, ils en ont chopé quelques-unes, mais beaucoup moins virulentes, car pas adaptées aux humains. Alors que quand on est en Afrique, par exemple, on peut s'apercevoir que pour l'Ebola, ces bactéries sont résistantes et s'adaptent à plusieurs porteurs pour être sûr de survivre. Donc, chauve-souris, singe, homme, est tout le temps en mutation, et les hommes générant, par rapport à ces fléaux, des anticorps, hein, et des réponses immunitaires ou des réponses bactériennes, ça dépend. Pour la faune intestinale, c'est des réponses bactériennes, trouver la bonne bactérie en relation avec la bactérie pathogène qui va se développer, donc qui correspond à l'autre. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a tout un monde bactérien et une lutte bactérienne dans les groupes humains. Hein. Et le fait de faire des bisous et d'avoir des attitudes sexuelles où on échange les semences, où on lèche, où on suce, a pour but d'échanger, outre le plaisir que ça peut générer, la véritable cause, c'est l'échange bactérien pour mettre en conformité le couple, et ensuite que ce couple qui a les mêmes bactéries puisse avoir un petit protégé du papa et de la maman ayant homogénéisé leur faune microbienne. Et on peut s'apercevoir que dans un groupe, les échanges tactiles ont aussi cette fonction. Hein. Alors ils en ont bien d'autres, bien sûr, communication, stimulation sensorielle, il y en a plein, mais l'échange bactérien est quelque chose de fondamental à la survie du groupe, et particulièrement à la survie de nos petits. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, est-ce que j'ai d'autres trucs dessus? Petite croissance lente, voilà. Hein. J'avais dit que tous les petits mammifères, effectivement, ont un échange bactérien avec la maman, pas forcément avec le papa. Hein. Mais dans le groupe, en général, dans une meute de loups, dans une meute de lycaons, dans des animaux sociaux, ils ont souvent par contact une homogénéité bactérienne. Et un groupe peut être immunisé, s'il rencontre un autre, il risque de lui passer des bactéries, il sera moins résistant. C'est pour ça, quand un Européen arrive en Afrique, hein, ou au Brésil, on dit qu'il attrape la tourista, mais la tourista en Espagne. Quand un Européen du Nord arrive en Espagne, il a souvent une diarrhée, alors que l'Espagnol, lui, a déjà sa faune bactérienne préparée. Vous voyez, c'est tous ces échanges, mais une diarrhée sur un petit bébé, c'est mortel. Hein, vous voyez, ça va être des déshydratation et mort. Donc on habitue, c'est des habitudes bactériennes, c'est des homogénéisations bactériennes qui sont faites par les échanges de fluides. Hein. Donc maintenant, vous verrez d'une façon différente nos échanges sexuels, et vous comprendrez pourquoi nous avons une sexualité si particulière et pourquoi nous nous faisons des bisous. Hein. Le French kiss est tout simplement une façon d'homogénéiser le futur, la faune bactérienne du futur couple qui aura un petit bébé, tout ça pour protéger l'immunité du bébé. Vous voyez, comme le monde est beau, comme le monde est grand. Voilà, et quand vous lécherez la chatte de votre femme, ou quand vous sucerez votre homme, ou taillerez une pipe, vous comprendrez qu'il y a des causes bien plus profondes et que le plaisir que vous en tirez est en vérité lié à quelque chose de positif pour le groupe. Comme je dis tout le temps, ce qui est positif pour le groupe est progressivement perçu génétiquement dans des mutations qui vous permettent de percevoir ces choses d'une façon positive. Hein, comme j'expliquais à quelqu'un qui me disait, mais dans ce cas-là, si tu expliques tout, pourquoi la merde a une mauvaise odeur? Et je disais, la merde n'a pas une mauvaise odeur. Nous sommes programmés, c'est-à-dire ceux qui n'aimaient pas l'odeur de la merde, qui avaient refus de l'odeur de la merde, survivaient mieux que ceux qui n'avaient pas de problème pour l'odeur de la merde, ou de la charogne, pareil, parce que tout simplement, la merde est remplie de bactéries pathogènes pouvant entraîner la mort et l'infection d'un individu. S'il mange ou s'il touche la merde, il peut s'infecter parce qu'il y a plein de bactéries pathogènes. Donc, on va générer un refus organique de la merde par les molécules de merde que l'on va trouver négatives. C'est-à-dire le corps va rejeter
au niveau sensoriel, les molécules de merde ou de charogne, tout simplement pas parce qu'elles contiennent des bactéries pathogènes. N'oubliez pas que la merde en elle-même n'est pas dangereuse, n'est pas dangereuse, c'est les bactéries qui les contiennent qui sont dangereuses pour l'homme. Il faut tout le temps voir. La merde, l'odeur de la merde, si vous voulez, c'est l'odeur et comme de la charogne, c'est en général des odeurs d'acides aminés découpés en morceaux, tout simplement, suite à la digestion. Les bactéries n'ayant pas d'odeur elles-mêmes. Donc voilà. Voilà ce qui est très intéressant à comprendre. Donc, tout est relatif. Et pour la mouche qui est dans la merde, il trouve la possibilité d'un territoire pour transmettre la vie, pondre ses œufs, mais aussi la calorie et la nourriture qui la fera vivre. Pour la mouche, il est sûr que la merde n'a pas cette odeur repoussante. Et n'oubliez pas que ce qui est repoussant pour l'individu, en général, c'est ce qui est négatif pour lui. Et ce qui est positif pour l'individu a toujours quelque chose d'attirant et de bon, de la jouissance, le plaisir que l'on peut trouver à une alimentation sucrée, et tout simplement le plaisir que l'organisme a généré parce que ça correspond à une acquisition calorique vous permettant de survivre et d'accumuler de l'énergie pour nourrir votre organisme, tout simplement. Donc ce qui est agréable est à la base positif. Mais bien sûr, quand nous passons trop de sucre dans une alimentation, nous devenons obèses et nous mourrons à la longue. Mais ça, c'est parce qu'il y a un changement. Mais à la base, les calories étant moins nombreuses, moins facilement accessibles, le fait d'aimer le sucre, le fait d'être attiré de façon frénétique par le sucre, était positif parce qu'on avait accès à des calories qui n'étaient pas aussi abondantes dans le milieu dans lequel nous vivions. Voilà, j'espère que vous comprenez maintenant l'humanité et que maintenant, quand vous embrasserez votre ami, votre ami ou votre petit ami, vous comprendrez que c'est fait pour faire une homogénéisation microbienne, bactérienne, qui permettra à votre futur petit de survivre. Voilà, c'est marrant, mais c'est la vie. J'espère que cela ne gâchera pas le romantisme du baiser. Allez, à bientôt. Salut, c'était Fred Delavier.